Bonsoir à tous et bienvenue sur Télémiroir. Les Crocos jouent ce soir contre Bastia et à Furiani dans le cadre de la 36e journée du championnat de France de Ligue 2. Match crucial pour le Nîmes Olympique. Coup d'envoi à 20h. On vous donnera la compo dans le journal. Européenne, Jean-Luc Mélenchon pour le Front de Gauche était au Costières hier soir pour une réunion publique. On en parle tout de suite. La première pierre de la future résidence universitaire, la nuit des musées à Nîmes, on en parlera également. La 5e édition, c'est demain, entre 20h et minuit. Plus de détails dans un instant avec Olivier Michel. Sébastien Castella, lui, a fait un triomphe à Madrid, où il a remporté 2 oreilles. Demain, les amoureux du jardin seront aux anges, ouverture du premier salon vert d'eau au jardin de la Fontaine à Nîmes, et pendant tout le week-end. Et si vous passez vos vacances à Nîmes cet été, on va vous donner des idées pour ne pas sombrer dans l'ennui. Quant à Sébastien Castella, comme on en a parlé tout à l'heure, lui a fait un triomphe à Madrid. Je vous l'ai dit, il a remporté 2 oreilles. Paul, bonsoir. Bonsoir Sophia. Donc je ne vous fais pas dire pour les Crocos, lanterne rouge, égalité de points avec Troyes et Châteauroux. Les hommes de Jean-Michel Cavalli jouent à Bastia, 11e au classement dans le cadre de la 36e journée du championnat de France de Ligue 2. Reims 17e et premier non relégable a également 37 points. Ce n'est plus un fauteuil pour 2 mais un fauteuil pour 4. Le calcul est simple, les Gardois à défaut d'un nul doivent impérativement l'emporter s'ils veulent rester en Ligue 2. Début des hostilités ce soir à 20h au stade Furiani à Bastia. Enfin, signalons que la commission qui devait valider ou pas le résultat du match contre Reims a été ajournée pour la 2e fois. Une bagarre générale avait éclaté avant le coup de sifflet final. La compo, on la voit. Dans les buts, gardien Puy-des-Bois, Liron, Roumégou, Zarabi, Sankaré, Sidibé, Keita, Mostefa, Cavalli, Mandriki, Haïté. Les remplaçants sont Bayod, Adou, Colleredo, Malm et Jiménez. On joue aussi en national ce soir pour la 36e journée. Oui, l'AC Arles, 3e, 61 points, se déplace à Passy-sur-Eure, 8e, 49 points. Rencontre ce soir à 20h, match important pour les Arlésiens qui jouent la montée en Ligue 2. Oubliez l'échec de la semaine dernière contre la modeste équipe de Calais, 1-0, c'est le défi. Cannes, lui, 4e, est aux aguets, joue à Bayonne, 16e, 39 points. Les battus y laisseront des plumes. Allez, on reste en sport et c'est du handball et un derby qui n'est pas à la fête, n'est-ce pas Paul? En D1, l'USAM, 12e, 17 points, reçoit Montpellier, 44 points. Premier est d'ores et déjà consacré champion de France. Guillaume Sorina, le numéro 10, a déclaré forfait. Un derby, vous l'avez dit, assombri. Une rencontre dans un contexte tendu puisque les hommes d'Alain Porte sont sous le coup d'une réintégration en D2 l'année prochaine. En ligne de mire, la gestion du club sous l'ancienne présidence. L'USAM n'a pas gagné un derby depuis 1994. Coup d'envoi de cette 24e journée à 20h au Parnasse. Philippe Ray est sur place. On en reparle lundi dans Miroir des Sports. Et J-1 pour les filles de Manuela Illy en Challenge Cup, Sophia. La tension monte, les filles de l'HBCN jouent demain à 15h. La finale à Erfurt contre les Allemandes de Thüringer. Les Gardoises avaient remporté le match aller 26-22 la semaine dernière. Elles partent donc avec un léger avantage qu'il faudra conserver au forceps. La dernière fois qu'elles avaient remporté la coupe, c'était le 15 mai 2001. Vont-elles rééditer l'exploit? Allez, on croise les doigts. Réponse demain dans l'après-midi. Rencontre suivie par Nicolas Fabre. Enfin, en rugby, le RCNG joue à la Voulte contre Saint-Étienne dimanche 15h30. Match de phase finale pour monter en fédéral. Élection européenne, après José Bové à Nîmes, mercredi, c'est au tour de Jean-Luc Mélenchon, un autre poids lourd de la politique, de faire escale. Oui, Jean-Luc Mélenchon est entré dans l'arène hier soir au Costières, où avec ses colistiers, il a tenu une réunion publique devant 1000 personnes environ. Le leader du Front de gauche a vivement critiqué la politique de Nicolas Sarkozy et prôné une autre Europe, plus solidaire, plus fraternelle selon lui. Il a demandé aussi aux électeurs de sanctionner le gouvernement. Compte rendu Jonathan Do et Michael Rubin. Vous avez compris que si cette montagne de capitaux fictifs a pu se répandre sur le monde, c'est parce que les capitaux ne sont contrôlés d'aucune manière. Non à l'Europe libérale et au traité de Lisbonne. Le message du Front de gauche était clair jeudi soir au Costières. Devant 1000 personnes, Jean-Luc Mélenchon et le Parti communiste ont tenu un meeting de plus de 2 heures sur leur vision de l'Europe. Durant son discours, la tête de liste dans le sud-ouest a critiqué à plusieurs reprises la passivité du PS et surtout l'action de l'UMP, rappelant que le scrutin du 7 juin est avant tout un vote sanction.
On ne va pas se tromper d'adversaire, les amis. Notre adversaire, c'est la droite. Peu avant le meeting, le leader du parti de gauche a fait une halte au Prolé. Malgré sa jeunesse, le Front de gauche entend profiter de la contestation sociale pour créer une dynamique. Le Front de gauche est nouveau, par conséquent, ça peut en effet désorienter certains, se dire mais où est passé mon parti? Bon, ça peut désorienter, mais je suis quand même très optimiste parce que je vois que dans tout le cercle de le premier cercle de la gauche, si vous voulez, les militants associatifs, syndicalistes, politiques, il y a une ébullition autour de nous, il y a un intérêt pour nous. Les Français, ils savent se repérer. Ceux qui vont aller voter, ils vont réfléchir avant pour regarder les professions de foi. Ils ont un peu écouté la télé, c'est vrai qu'ils nous y voient pas beaucoup, mais moi j'ai totalement confiance en eux. Puis bon, s'ils nous soutiennent, ils nous soutiennent. S'ils nous soutiennent pas, nous devons nous incliner. Avant la décision des Français le 7 juin, le Front de gauche jouera son va-tout le 3 juin au Zénith de Toulouse. Et demain, Nîmes sera encore aux couleurs de la politique. Libertas, la navette du mouvement populaire pour la France, fera une courte escale entre 11h et 14h. Libertas, le courant de Philippe de Villiers. Ce dernier est pressenti à Nîmes avant les élections. Et toujours en politique, Sophia, je crois que vous avez une info à nous donner. Oui, Paul, sachez que la gauche alternative précipitait une élection cantonale à Anduze. Actuellement, le parti de gauche et le PCF sont unis avec d'autres forces du Front de gauche pour les élections européennes du 7 juin. Ils veulent une candidature unique. Je crois que le projet Roche-Cernam est sur les rails, Paul. Il est plus que sur les rails. Hier, les élus ont procédé à la pose de la première pierre de la future résidence universitaire. Elle marque le début des travaux considérables qui vont modifier toute une physionomie du quartier. Explication, Olivier Michel. La pose d'une première pierre est symbolique et revêt une importance variable. Hier, celle de la résidence universitaire du Crous l'été, car elle marque le lancement d'un projet urbanistique d'envergure, celui du quartier Hoche-Cernam. Entre résidence universitaire, pôle universitaire et habitat, c'est tout le quartier qui sera remodelé. Il était important effectivement qu'on puisse lancer cette opération qui va démarrer 160 logements d'étudiants, derrière la démolition des autres bâtiments qui sont derrière nous, et ensuite, dès la fin de l'année, un lancement pour faire un concours d'architectes sur la première tranche de l'université. J'en ai l'assurance maintenant, puisque le nouveau recteur que j'ai reçu il y a quelques jours me l'a annoncé, ainsi que le cabinet de Valérie Pécresse. Construite par un toit pour tous, la résidence universitaire offrira quelques 160 logements. Mais oubliez les cages à lapins, il s'agira là de petits studios de 20 mètres carrés avec toutes les commodités, Internet compris. Une offre qui, couplée à la réalisation de la résidence universitaire Clérisseau, permet à Nîmes de rattraper son retard en matière de logement étudiant. Dans le cadre d'une étude qui a été menée en 2005 par Nîmes Métropole, un besoin de 360 logements supplémentaires a été identifié. Et sur cette résidence, sur ce site, nous construisons un toit pour tous, construit pour nous 160 logements. Et nous en avons donc 50 autres qui ouvriront en même temps, à la rentrée 2010, sur Clérisseau, en plein centre-ville. Donc 210 logements, ça nous fait passer sur le site de Nîmes à 1015 logements à la rentrée 2010. On rattrape déjà une bonne partie du retard. L'université devrait quant à elle ouvrir ses portes sur le site de l'ancien hôpital à l'horizon 2013. Nîmes est au vert ce week-end. Les passionnés de jardin et de développement durable auront à boire et à manger. La première édition du Salon Vert d'eau se déroule tout le week-end au Jardin de la Fontaine, consacré au développement durable. Il réunit en un même lieu tous les professionnels du paysage. Objectif, offrir aux profanes et aux initiés des idées et quelques concepts pour encourager leur coin de verdure. Reportage signé Olivier Michel, l'omniprésent. Donner aux jardiniers amateurs ou confirmer l'ensemble des solutions pour embellir leur jardin, balcon ou terrasse, tel est l'objectif du Salon Vert d'eau. Le temps d'un week-end, ce salon, premier du nom, va dans une logique de développement durable, proposer aux visiteurs de quoi repenser leur extérieur. Organisé en partenariat avec la ville de Nîmes et le lycée agricole de Rodillan, Vert d'eau propose également des conférences sur l'emploi dans l'industrie du paysage ou encore sur l'éco-citoyenneté. Donc le message, c'est d'arriver à être un peu éco-citoyen au jardin. On en parle dans pas mal de domaines, mais au jardin, pas trop. Donc c'est d'arriver à utiliser des techniques alternatives pour éviter de polluer son jardin, de consommer moins d'eau, d'utiliser des plantes appropriées à notre climat.
Donc c'est vrai qu'on met en place dans les jardins des aménagements où on travaille avec plus de minéral, moins de gazon, donc moins de consommation d'eau. C'est une attente de notre clientèle. Le salon regroupe 45 exposants et presque autant de produits pour embellir votre extérieur. Des piscines naturelles aux tailleurs de pierre, en passant par des plantes originales comme les filles de l'air. Alors, les filles de l'air sont des plantes originaires d'Amérique centrale qui vivent accrochées au tronc d'arbre, donc en l'air. Et elles sont complètement libérées de la terre, on ne les plante pas. On les suspend ou on les pose quelque part dans la maison ou sur la terrasse. Et donc elles se nourrissent de l'humidité qui est dans l'air. Il y a toutes sortes de variétés. Et elles fleurissent toutes avec des couleurs différentes entre le bleu, le rose, le violet. Alors nous fabriquons tout ce qui est pierre de jardin. On fait décoration de jardin en pierre, fabriquée en pierre du Luberon. C'est de l'estaillade plus exactement, qui est une pierre qui résiste très bien au gel. On use, on patine pour vraiment leur donner un aspect ancien comme vous pouvez le constater. Nous sommes spécialisés dans la réalisation des jardins et surtout tout ce qui est attrait avec l'eau, que ce soit les piscines biologiques, bon, les petits bassins comme vous voyez ici qu'on présente. Donc ce sera du petit jardin, d'un petit coin de jardin de cette dimension-là au grand jardin où on peut intégrer une piscine, reproduire un petit coin de nature, quoi. Il suffit d'aller se balader dans les Cévennes, un petit ruisseau et tout de suite, ça y est, c'est autre chose que le carré de gazon avec le mûrier platane. Verre d'eau est un salon qui donne une envie irrésistible de repenser son extérieur et qui plus est, vous laisse même le temps d'y méditer, prônant par là même les dépenses réfléchies et durables. Précisons que le salon est ouvert de 10h à 19h et l'entrée est gratuite. De quoi renouer avec la nature. Vous ne trouvez pas, Sophia? Mais bien sûr, on est toujours prêt à renouer avec la nature. Vous avez une information à nous donner, je crois. Ça continue avec les reportages? Bien sûr, ce week-end, la culture est à l'ordre du jour à Nîmes. Demain, c'est la 5e de la nuit européenne des musées, l'occasion pour tous de découvrir la collection, des collections et la culture autrement. À Nîmes, le Carré d'Art accueillera lecture et performance. Quant au musée des Beaux-Arts, rue de la Cité-Foulques, une chorégraphie de Noël Caggiani sur la mosaïque d'Admet. Olivier Michel a rencontré Noël Caggiani et dévoile les coulisses. Fouler du pied une œuvre d'art et transgression, mais aussi création. Inspiré par la mosaïque d'Admet et créé spécifiquement pour le musée en 2008, le spectacle chorégraphique de Noël Caggiani tend à désacraliser l'œuvre en rappelant sa fonction première. On est parti sur le principe que la mosaïque a eu 3 vies. Une première vie qui est sa vie de sol de salle à manger, comme je disais. Une vie d'oubli, où elle a été enfouie pendant un certain nombre de siècles, jusqu'à ce qu'on la retrouve, où là, de nouveau, on lui a donné une 3e vie qui est la sacralisation, justement son côté d'œuvre d'art. Effectivement, c'est une transgression, c'est Noël Caggiani lui-même qui le dit. Pour moi, ça ne l'est pas tout à fait parce que ce sont des danseurs, donc c'est une valorisation et pas un foulement aux pieds, on pourrait dire. Et bien sûr, ils dansent pieds nus, donc il n'y a aucun risque de dégradation, mais ça évoque surtout, ça attire l'attention sur cette mosaïque et ça évoque sa matérialité, mais aussi toute son histoire, son symbolisme, et ça évoque aussi le mariage d'Admet, l'histoire qui est racontée au centre de cette mosaïque. Ce spectacle de 40 minutes met en scène 6 danseurs aux origines diverses, du hip-hop au flamenco en passant par le modern jazz, qui évolueront sur une musique improvisée. Son nom, Triclium à minuit, vous donne l'heure du début de la représentation ainsi que le thème de la soirée. Le triclinium, c'est la pièce de réception des Romains, la salle de banquet, et c'est justement la mosaïque d'un triclinium que nous avons ici, 52 mètres carrés de mosaïque romaine. Et donc le symbole est quand même fort pour inviter les gens à cette nuit des musées, à des découvertes. Disons qu'on pourra déguster quelques vins romains et puis profiter de l'histoire de déguster un petit peu allongé. Enfin, venez toute la soirée. Il y a des animations et surtout des explications de la raison, de la technique, de la symbolique de cette mosaïque. Une invitation à rentrer de plein pied dans une riche demeure romaine, au cœur de laquelle trônait une mosaïque, aujourd'hui élevée au rang d'œuvre d'art, et qui, fait des plus improbables, accueille aujourd'hui un ballet des plus contemporains. Que
Que de grâce et de gestuelle dans ce reportage avec la fin sur le tai chi. On volerait presque avec, pour information, je rappelle qu'en 2008, près d'1,5 million de visiteurs ont participé à la dernière édition. Puisqu'on est toujours dans le volet culture, tous les arts seront représentés, présents à Nîmes cet été-là, pendant donc la période estivale, et seront sur des ponts bien précis de Nîmes, donc des points, vous l'avez compris, un reportage signé Alain Bellon. Nos nuits sont plus belles que vos jours. Et le thème retenu pour les festivités de cet été à Nîmes, du 1er juin au 27 août. Une programmation très éclectique avec, il y en a pour tout le monde, je dirais. Effectivement, ça va de la musique actuelle au rock, au théâtre de boulevard, à l'opéra, en passant par les variétés. Je crois qu'effectivement, on a souhaité pouvoir proposer aux Nîmois, aux Nîmoises et aux personnes qui seront en visite à Nîmes, aux alentours pendant ces périodes-là, vraiment une programmation très très large. Carré d'art, Jardin de la Fontaine, musée, arène et bien d'autres lieux vont accueillir concerts, théâtres, cinéma, afin d'animer les quartiers de Nîmes. Mais le mois d'août réserve une première. On a souhaité créer une nouveauté, c'est-à-dire la féerie des eaux. Effectivement, fort du succès que nous avons connu aux périodes de Noël sur le mur d'images que nous avions sur les arènes de Nîmes, j'ai souhaité qu'on travaille sur une idée sur l'eau. Nîmes est né de l'eau, de Mozart. Nîmes a un patrimoine extraordinaire, donc j'ai demandé à ce qu'on travaille sur des féeries d'eau, des plantations d'eau, pendant 4 jours, dont les Nîmois et l'ensemble des gens qui seront de passage à Nîmes pourront voir un spectacle de grande qualité dans les Jardins de la Fontaine, et ça sera gratuit, je crois que c'est important de le rappeler. Cette première aura lieu du 12 au 15 août. Alors réservez vos soirées et que nos nuits soient plus belles que vos jours. Après la culture, le sport, et on va mouiller le maillot comme on peut mouiller son esprit. Du sport donc avec du squash. Le Sun Squash des Arènes organise les championnats de France interclub par équipe jeune. Le début de la compétition a commencé ce matin. Au total, c'est 32 équipes de toute la France et outre-mer qui sont donc représentées. Raphaël Louis, Michael Rubin et Sophie Albaric ont mouillé le maillot pour le coup. Le Sun Squash des Arènes organise du 15 au 17 mai les championnats de France interclub par équipe catégorie Benjamin et Cadet. La compétition a débuté ce vendredi matin. 16 équipes de 2 garçons et une fille seront en lice catégorie, venues de toute la France, dont les grands spécialistes que sont la Réunion et la Guyane. C'est un championnat de France qui réunit tous les clubs de France qui ont une école de jeunes. Ce sont des équipes mixtes avec 2 garçons et une fille. Et donc il y a des gens de toute la France, de Gravelines. Il y a 2 équipes qui sont venues spécialement de la Réunion, ce qui est vraiment super. Et puis des clubs des plus locaux, puisqu'il y a 2 équipes du squash des Arènes et 2 équipes du squash des Costières qui sont là. Oui, donc aujourd'hui c'était les premiers tours. Les équipes tête de série, les meilleures équipes n'ont pas joué parce qu'elles n'avaient pas d'adversaire. Enfin, le tableau n'était pas complet chez les cadets. Le tableau était presque complet chez les benjamins. Donc les cadets, les bonnes équipes cadettes commencent demain en début d'après-midi. Les benjamins ont commencé aujourd'hui. Donc les matchs vraiment attrayants auront lieu à partir de demain après-midi. Chez les cadets, sauf grosse surprise, le titre ne devrait pas échapper à Créteil, avec Lucas Serme, numéro 1 français, grand favori. En revanche, la bataille pour les places d'honneur est plus ouverte et les Nîmois auront leur mot à dire. Moi j'étais au tennis avant et j'ai vu ça en fait, c'était juste à côté, ça m'a donné envie de jouer. Et à 7 ans j'ai commencé en fait, et direct j'ai accroché et tout. Et depuis j'ai suivi ma soeur en fait. C'est parce que j'ai gagné le dernier championnat de France là, il y a quelques semaines, et donc ça me met à la place favori, mais bon, on verra quoi. Chez les benjamins, la lutte promet d'être rude. Créteil, Casseneuil et Valence, sans oublier les 2 clubs de la Réunion, feront partie des favoris. Parce que j'en faisais déjà avec mon père qui en faisait, et une fois je suis allée le voir et j'ai bien aimé, et en arrivant ici, j'ai commencé à jouer. Je suis heureuse, ça me plaît de jouer au squash, c'est un plaisir. Les finales se dérouleront dimanche, ce qui n'empêche pas de concilier sport et devoir. À présent, on va parler tauromachie. Au chapitre tauromachique, le taureiro français Sébastien Castella est sorti hier soir en triomphe des arènes de la Ventas à Madrid. Le matador originaire de Béziers a en effet coupé l'oreille de ses 2 taureaux de Carcigrande dans le cadre de la 8e corrida organisée lors de la San Isidro, l'une des férias les plus importantes au monde.
C'est Sébastien Castella qui partageait l'affiche avec Morante de la Puebla et Alejandro Talavante. Et le premier torero à ouvrir cette grande porte des arènes de Madrid depuis le début de cette feria de San Isidro, édition 2009. Une grande porte qu'il avait déjà ouverte il y a 2 ans lors du même cycle. Le torero français s'est démarqué par la maîtrise de ses 2 faenas avec des détails particulièrement appréciés par les 23 500 spectateurs de la Ventas. Sébastien Castella qui sera répété les 2 et 5 juin prochains dans ces mêmes arènes de Madrid. Paul, je crois que vous avez d'autres informations. Oui, en bref, plus de peur que de mal. L'effondrement d'un toit à Nîmes a blessé 3 personnes hier matin. L'accident a eu lieu à Lumière et Décor, une entreprise spécialisée dans les enseignes située rue de Bouillargues au croisement du périphérique. À Mende, près d'une centaine d'élèves du lycée Chaptal et du collège Henri Bourillon auraient les symptômes de la gastro-entérite. On pense à une intoxication alimentaire. Et ce soir, nous avons 2 invités. On vous présente Audrey Forton et Marie Muller. Bonsoir. Vous êtes toutes les 2 étudiantes en licence professionnelle de no-tourisme. Alors, c'est la première licence de France, donc vous êtes la première promotion. Donc, grande exclusivité sur Télémiroir. Vous représentez le Festival de la Plume et du Vin. C'est une manifestation proposée à la Calmette. Comment alors vous a-t-on connu ? Alors en fait, donc effectivement, nous sommes toutes les 2 étudiantes en licence no-tourisme et projets culturels. Et Madame Casalet-Vendange, qui est adjointe à la mairie de la Calmette, est venue voir nos professeurs pour proposer à des étudiants de monter un projet en rapport avec le vin, donc en rapport avec notre formation. Nous proposer d'appliquer la théorie et de faire quelque chose de concret qui pourrait nous apprendre beaucoup. Alors je crois que c'est donc la 3e édition de ce festival, qu'il y a eu un gel pendant quelques années, on va dire sur 2 ans, je crois. Tout à fait. On n'a plus fait donc ce festival de la Calmette. Alors vous allez donc nous décliner, je dirais, le programme. Après on va parler du thème, qui est, je crois, donnez-le nous. C'est le thème de la femme. Thème de la femme, voilà, le vin au féminin, je pense. Voilà, c'est la plume et le vin au féminin. Donc il y aura de nombreux temps forts. Tout d'abord, on commencera samedi, donc demain matin, par une intronisation bachique. Pour nos téléspectateurs, rappelez ce que c'est. C'est une confrérie de vin qui intronise, qui incorpore en fait quelqu'un dans sa confrérie. Et voilà, c'est assez à voir, c'est assez typique. Ensuite, il y aura, on a mis en place plusieurs activités. Donc, il y aura 2 expositions photos, les femmes vigneronnes de Bristoul et les monstres des vignes d'Alain Reynaud. On a mis en place un atelier d'écriture, ça c'est lié donc à la littérature, un atelier de calligraphie pour les enfants. On a fait des départs, on a préparé donc des balades œnotouristiques où on va amener le public dans le vignoble calmettois, où on pourra faire des lectures de paysages, des dégustations, des lectures de poèmes. Donc on met en fait le visiteur, le public au centre de ce festival. Alors pourquoi justement, pour éclairer nos téléspectateurs, un tel titre, La Plume et le vin au féminin? Alors donnez-nous quelques secrets, parce que ça peut surprendre. Qui commence, vous? Déjà, La Plume et le vin, c'est le titre du festival. Donc en fait, le but, notre travail à nous, c'est d'établir en fait les bases de ce festival pour qu'il soit pérennisé chaque année. Donc ça sera toujours La Plume et le vin, et ça sera décliné sous un thème différent chaque année. Alors pourquoi la femme? Alors la femme, parce que déjà on est des femmes, on voulait mettre à l'honneur un petit peu le travail des femmes dans ce milieu. Voilà. Alors on va parler justement de la condition des femmes dans ce milieu, parce qu'apparemment c'est encore le monopole des hommes. Alors comment vous le vivez? Est-ce qu'il y a eu des réactions un petit peu misogynes ou pas? Et quel est le rôle justement? Qu'est-ce que vous faites très concrètement? Alors, déjà, c'est dans la tête des gens que c'est encore un métier très masculin, parce qu'au final, il y a quand même beaucoup de femmes qui travaillent dans le vin. Et donc c'est vrai que ça paraissait intéressant de les mettre un petit peu en avant. Et nous, sincèrement, on n'a rencontré aucun problème. On a été très bien accueillis. Il faut savoir que dans notre licence, il y avait une parité homme-femme qui était bien là. On était autant de femmes que d'hommes. Et c'est vrai que les femmes se mettent de plus en plus en avant dans ce métier.
Et nous, notre rôle, c'est le même que celui des hommes. Il y a des viticultrices au même titre que des viticulteurs. Simplement, on a peut-être une sensibilité qui est différente, on n'est pas plus sensible, mais qui est différente, une autre vision, une autre approche. Et je pense que c'est important de la mettre en avant. Alors justement, très concrètement, quand vous dites une autre approche, ça se traduirait comment dans les faits? Est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Par exemple, au niveau de la dégustation, je pense que la femme, quand elle déguste, ne ressent pas, peut-être pas, ne voit pas le vin comme un homme, tout simplement. Et voilà. Qu'est-ce qu'on vous apprend justement dans votre licence professionnelle? Vous faites des dégustations Oui. Ouais. On a eu des cours de dégustation, on a eu des cours de viticulture, dans les caves. On a fait, en fait, c'était tant lié à la viticulture que la partie professionnelle, la communication, le marketing, la gestion. En fait, c'est professionnel, quoi. On arrive sur le terrain, on est prêt. Voilà, il faut aider les viticulteurs à se remettre en avant et à vendre leurs produits. Donc on trouve différentes manières de le faire, de mettre les produits en avant et d'attirer le consommateur, de le mettre au centre des intérêts du viticulteur et d'aider le viticulteur aussi à savoir mettre en avant son produit, à savoir en parler. Et voilà. Donc vous faites la communication en quelque sorte. Exactement. Ouais. On a fait le festival de A à Z en fait. Voilà. Et pour revenir aussi sur ce festival, donc ça va durer 2 jours sur ce week-end. Alors comment c'est ressenti dans la commune? Est-ce qu'il y a de l'effervescence? Racontez-nous. Oui, je pense que les gens souvent viennent à la mairie, se demandent ce qui se passe, pourquoi il y a des chapiteaux, etc. Donc nous, comme on travaille, on leur explique, on les incite à venir. On espère qu'il y aura beaucoup de monde d'ailleurs qui viendront. Le but, c'était aussi de faire vivre culturellement le village de la Calmette et je pense qu'on a réussi à ce niveau-là puisqu'il y a beaucoup d'écrivains qui vont venir. On va avoir un marché du terroir aussi et tout est gratuit. On offre vraiment un week-end de détente aux familles et voilà. Alors allez chez nous justement, vous dites des écrivains vont venir, avez-vous quelques noms à nous donner? Oui, on a Jean Huillier qui vient, qui a fait une BD sur un grain de raisin qui est assez sympathique. On a Alain Gurly qui vient, on a Daniel Escoubet qui était au Printemps des auteurs à Nîmes. Voilà, donc on a beaucoup de talents locaux et c'est important de les mettre en avant aussi. Et au niveau des produits du terroir, c'est la dernière question. Alors pour les produits du terroir, évidemment il y aura des viticulteurs. On a essayé pareil de montrer les talents du territoire de l'agglo de Nîmes et bien sûr hors frontières. Donc on aura des assiettes du terroir où on pourra même manger pendant le... Quoi donc? Alors je sais pas, de la charcuterie, des pélardons, il y aura des pains spéciaux, etc. Donc on peut venir déguster toute la journée. Très bien, on est un peu à court sur le temps, Paul. Nous étions ravis de vous recevoir sur notre plateau, mesdemoiselles. Merci. C'est tout pour l'information. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. À très bientôt.